La souffrance, c'est quelque chose que nous vivons tous à un moment donné. Nous avons tous connu une sensation d'être bloqué, perdu, sans issue. Les pertes, les ruptures, les crises, le doute, l'impression que tout s'effondre. Bonjour à tous, je suis Eve Fediaeva, psychopraticienne, chercheuse en neurosciences psychiatriques. Et dans cette vidéo, je vais parler de la nature de la souffrance, des différents types de souffrance et des étapes pour traverser les épreuves de la vie. En fait, depuis des années, l'histoire de Viktor Frankl m'inspire énormément. Ce psychothérapeute qui a survécu au camp de concentration nous a montré que même dans des pires souffrances, il est possible de trouver un appui et un sens à sa vie. Son autobiographie Oui à la vie a été reconnue comme l'un des ouvrages les plus influençants du XXe siècle. Et ici, je vais parler des étapes proposées par Frankl pour traverser la souffrance émotionnelle ou les épreuves de la vie. On peut beaucoup philosopher de la souffrance, de douleur émotionnelle. Certains diront que c'est une leçon, que c'est subjectif et qu'il faut accepter. Certains d'autres, comme des bouddhistes, diront que c'est une illusion. Et c'est vrai en partie. En fait, il est tellement facile de parler de la subjectivité de la souffrance quand on observe quelqu'un qui souffre. Mais quand on est en plein dedans, quand toute la vie perd son sens, quand tout ce que tu connaissais s'effondre et ton esprit n'arrive pas à s'adapter à la nouvelle réalité et ton estime de soi est en miettes à cause d'une perte, une rupture, un choc, dans cette situation, il est crucialement important de reconnaître que oui, en ce moment-là, la douleur émotionnelle est réelle. C'est une période d'adaptation, parfois longue et difficile, quand le corps et l'esprit essaient de s'ajuster à la nouvelle réalité. C'est ce qu'on appelle la souffrance. Il y a des gens qui semblent habiter leur souffrance en permanence. Leur attention est toujours dirigée vers ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui n'a pas marché, ce qu'on n'aime pas. Objectivement, personne ne les humilie, ne les affame, ils ne dorment pas dehors. Leur vie en apparence est plutôt confortable, mais malgré tout, ils souffrent dans leur tête, renfermés dans leur monde intérieur douloureux. En psychologie, on appelle cela la souffrance névrotique. Cet état inclut des sensations de l'absurdité de la vie, de la culpabilité ou la honte obsessionnelle, de l'anxiété ou de la dépression chronique. Il y a des gens qui vivent dans cet état depuis des années, parfois même depuis l'enfance ou l'adolescence. Récemment, une cliente m'a écrit en disant que sa vie était une catastrophe. Elle ne savait pas comment elle allait nourrir ses enfants ou payer son loyer le mois prochain. Chaque matin et se réveillait déjà angoissée. Dans cette situation, je parle souvent de Viktor Frankl. Lui, qui était enfermé dans des camps de concentration, réduit à l'extrême déshumanisation, a trouvé en lui-même une force incroyable. Il a su garder une stabilité psychologique dans des conditions inhumaines, là où beaucoup perdaient toute humanité, tout espoir et toute valeur morale. Mais attention, l'exemple de Frankl n'est pas là pour dire « Regarde, il y a pire que toi, donc arrête de te plaindre ». Non. Cet exemple prouve que même dans les pires situations possibles, il y a une issue. Donc voici 4 étapes de Frankl pour surmonter une souffrance. Première étape, prendre conscience que la souffrance révèle notre humanité. Viktor Frankl disait « La souffrance révèle ce qui y a le plus humain en nous. Ce qui nous distingue des animaux, c'est notre capacité de donner un sens à la souffrance et de choisir une réaction. Un animal va fuir la douleur instinctivement, alors qu'être humain a toujours une part de liberté de choisir sa réaction. Face à la même souffrance, certaines personnes vont sombrer. Elles vont nier la situation, blâmer les autres, se sentir impuissantes, s'isoler. D'autres personnes dans la même situation vont pouvoir agir, avancer malgré la douleur émotionnelle, toujours tirer quelque chose de bon, de l'énergie à partir des choses simples quotidiennes. Et bien sûr, quand on choisit agir pour son propre bien, le cerveau s'adapte plus vite à la nouvelle réalité. La douleur se digère plus rapidement et on récupère plus vite. Et une autre caractéristique propre à l'être humain, c'est cette capacité de comprendre les liens de cause à effet. Souvent, quand une personne vient en thérapie parce qu'elle souffre, elle croit que son problème est soudain
Et c'est venu dans sa vie comme une catastrophe imprévue. Mais quand on commence à regarder de plus près, on comprend que son problème n'est pas venu de nulle part et c'est plutôt un résultat logique d'un tas de petites choses comme l'inaction, le fait de ne pas vraiment choisir ses choix et d'ignorer le problème pendant des années. Et ça devient une normalité acceptable. Et donc, cette catastrophe n'est pas arrivée aujourd'hui. Elle est là depuis des années. Juste, on lui donne son nom quand cela est devenu très inconfortable. Un autre point, l'être humain peut utiliser la souffrance autrement. Il peut l'utiliser comme un moteur pour aller plus loin. Elle peut nous aider à grandir, à voir au-delà de notre petit monde, à gagner en maturité, en expérience de vie. Quand on s'adapte à la nouvelle situation, on ne répète plus les mêmes erreurs. Deuxième étape consiste donc à prendre en conscience que nous sommes plus grands que notre souffrance. Même dans les situations les plus difficiles, notre cerveau garde une capacité de réfléchir et de donner un sens à ce qui nous arrive. En fait, plus la personne est absorbée par sa souffrance, plus elle s'enferme dans son problème, plus cette souffrance devient une réalité unique. Quand la personne se trouve dans cet état, elle croit qu'elle est trop petite par rapport à son problème qui est énorme. Mais c'est juste une perception. La neuroplasticité dont tout le monde parle aujourd'hui repose sur une idée simple. C'est notre capacité de restructurer notre manière de penser et d'agir. Être neuroplastique, ça veut dire être souple, pouvoir adapter des stratégies mentales et comportementales à la réalité actuelle pour justement éviter toutes sortes de comportements d'autodestruction, de fuite, d'isolement. Tant que tu es ta souffrance, la souffrance continue à exister. Dans son livre, Franck partage ses souvenirs. Je me souviens d'un matin où je marchais dans un camp. Je ne pouvais plus supporter la faim, le froid et la douleur dans mon pied enflé par l'œdème. Ma situation me paraissait sans espoir, mais soudain, je me suis imaginée debout derrière une pupitre, dans une grande salle de conférence, en train de raconter tout ce que j'avais vécu et d'expliquer comment aider les autres à traverser les épreuves. Croyez-moi, à cet instant, je n'avais aucune raison d'espérer qu'un jour, je pourrais réellement donner une telle conférence. À cet instant précis, elle s'est sentie plus grande que sa souffrance. Troisième étape, je vais citer Franck, ne pas craindre le repentir et le chagrin. Il nous aide à dépasser même un terrible passé. Ici, Franck parle de l'importance de l'acceptation, même les émotions les plus douloureuses, au même titre que toutes les autres. La colère, la tristesse, le chagrin, ce sont des émotions qui ne sont pas destructrices en elles-mêmes. Elles sont des réactions naturelles que notre système utilise pour s'adapter à l'expérience de la vie. Et si justement on les traverse consciemment, elles nous aident à digérer cette expérience. Même l'état de dépression passager est tout à fait normal qui aide à adapter notre système à la nouvelle réalité. En revanche, refuser ou réprimer ces émotions ne fait qu'augmenter le conflit. Cela génère toute forme d'émotion, d'absurdité, de vide, d'angoisse. Et quand on arrive à vivre toutes nos émotions, même les plus douloureuses, sans jugement, on a l'accès à une forme d'acceptation. Oui, il y a des pertes, mais il y a aussi ce qui reste. Et c'est cela la vie qui continue. Mais attention, vivre consciemment ces émotions, ce n'est pas laisser tout sortir, mais assumer la responsabilité de ce qu'on ressent. Quand vous ressentez par exemple de la douleur ou de la colère, il faut comprendre une chose, c'est votre réaction et personne d'autre n'en est responsable. Se contenter de se noyer dans ses émotions ou les faire peser sur les proches, c'est une forme de régression dans un état infantile. C'est comme un enfant en crise qui crie « Faites quelque chose, je vais mal ». Vivre ces émotions de manière consciente, c'est d'être responsable de ce que je ressens, comment je le traverse, pourquoi je le ressens, combien cela va durer et vers quoi cela m'amènera. Et ce choix m'appartient. C'est ainsi que vos émotions deviennent un moteur pour votre maturité et votre évolution. Et sachez que c'est tout à fait possible d'apprendre à vivre pleinement et en conscience ces émotions. Quatrième étape, ceux qui sont survécus étaient ceux qui vivaient dans le présent. Franck partage ses souvenirs. Les premières à s'effondrer ont été ceux qui croyaient que cela finirait bientôt. Puis,
Ceux qui pensaient que cela ne finirait jamais, ceux qui ont survécu étaient ceux qui se concentraient sur leur action sans attendre que les choses changent. Franck montre que notre attitude face à la souffrance détermine la manière dans laquelle nous allons la traverser. Ceux qui reposent dans l'illusion d'être sauvés rapidement finissent brisés par la déception. Ceux qui ne voient aucune issue sombrent dans le désespoir. Ceux qui survivent sont ceux qui vivent dans le présent, en se concentrant sur ce qu'ils peuvent faire ici et maintenant, même dans les pires situations. Cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer la souffrance, mais il faut agir malgré elle. Lorsque vous commencez à agir, même en étant épuisé émotionnellement, vous aidez votre système nerveux à sortir de l'état de figement. L'action stimule l'activation du cerveau, déclenche la libération de la dopamine, neurotransmetteur de la motivation, en réduisant l'intensité de la douleur émotionnelle. Par exemple, quand on installe une routine simple comme faire un plan pour la journée ou ranger sa chambre, cela crée une sensation de contrôle et de stabilité. Élément souvent absent à un état de stress et de la souffrance. En thérapie comportementale, on appelle cela l'activation comportementale. Quand on installe des actions simples et réalisables, soit pour résoudre un problème, soit pour maintenir un ordre dans la vie quotidienne. En d'autres termes, quand vous avancez physiquement, votre cerveau interprète ça comme si vous progressez psychologiquement. Cela vous aide littéralement à digérer vos émotions négatives. Cela diminue la tension cognitive causée par cette tentative de contrôler ce qui est incontrôlable. Et encore un point que je voulais rajouter. Si vous allez mal, apprenez à demander de l'aide. Je vois souvent des personnes qui restent en permanence dans un état de tristesse, de dévalorisation et de déception. Elles sont isolées du monde, des gens, des interactions sociales, des solutions évidentes, des tâches simples du quotidien. Ces personnes sont plongées dans leur monde intérieur de souffrance. Elles sont souvent persuadées qu'elles vont s'en sortir seules ou de toute façon personne ne les comprendra. Dans ce cas, si vous vous retrouvez dans cette situation, il est important de répondre honnêtement à la question. Est-ce que ma conviction que je vais m'en sortir seule est réaliste? Et donc, si vous vous retrouvez isolé psychiquement et socialement du monde, je vous recommande vivement de vous adresser à un spécialiste d'une thérapie comportementale ou autre, parce que s'isoler du monde, c'est en vérité vouloir se protéger du monde, avoir peur du monde. En fait, peu importe, vous suivez un thérapeute ou vous cherchez à vous en sortir toute seule, je pense que le chemin de guérison est plus ou moins pareil. Et puis, il faut dire des choses comme elles sont. Pour souffrir, il n'y a rien à faire. La souffrance vient toute seule. Il suffit de se concentrer sur ce qui ne va pas, sur ce que vous n'aimez pas, sur ce que vous avez perdu, sur ce qui ne vous arrange pas. Il suffit de regarder ce qu'ont les autres et comparer avec ce que vous n'avez pas. En fait, beaucoup de gens souffrent ainsi. Ils sont renfermés dans leur état de souffrance psychologique imaginaire. Je ne veux pas du tout dévaloriser cet état-là en disant le mot imaginaire. Juste que ces gens-là n'ont jamais appris à être satisfaits par ce qu'ils ont ici et maintenant. Mais on peut apprendre. Et puis, même si vous êtes au plus profond de la souffrance, souvenez d'une chose, tout est temporaire. Si la méthode que vous utilisez pour vous en sortir ne fonctionne pas, changez la méthode, changez le thérapeute. Surtout, faites quelque chose, agissez. Ne vous laissez pas couler dans la douleur. Bon, partagez vos avis et vos questions en commentaire et suivez ma chaîne où je partage mon expérience perso et pro pour une vie plus épanouie.